Bornéo n'est pas qu'une simple étendue de terre cernée par des mers chaudes. Ce n'est pas qu'un point sur une carte ou un nom répété dans les atlas scolaires. Bornéo est avant tout un souffle, un organisme colossal qui inspire l'humidité et expire les nuages, qui transforme la lumière en feuilles et les feuilles en avenir. De loin, elle ressemble à une tache verte suspendue dans les eaux tropicales. De l'intérieur, c'est un univers sans pareil. Ici, la jungle ne recouvre pas le territoire. La jungle est le territoire. Lorsque l'aube caresse l'île, elle ne se lève pas d'un coup. La lumière descend par strates, comme pour demander la permission. D'abord, la cime des plus hauts arbres s'illumine, puis les branches intermédiaires, et enfin, pour un bref instant seulement, le sol obscur reçoit un mince rayon de soleil. Ce processus quotidien nous rappelle qu'à Bornéo, la lumière est une visiteuse et non une propriétaire. Le véritable souverain, c'est le feuillage. Les scientifiques affirment que ces forêts ont des dizaines de millions d'années. Mais ce chiffre est bien trop froid pour décrire ce que l'on ressent en marchant parmi des troncs déjà millénaires, lorsque les premiers humains apprenaient à maîtriser le feu. Chaque arbre semble porter en lui une histoire plus longue que n'importe quel empire. Ici, le temps n'avance pas, il s'accumule. L'humidité imprègne l'air comme une présence tangible. Elle s'accroche à la peau, embue les lunettes et alourdit les pas. Ce n'est pas une nuisance, c'est l'âme du lieu. Sans cette humidité, la vie végétale s'arrêterait net, les champignons se tairaient, les insectes perdraient leur rythme et les rivières perdraient leur couleur. À Bornéo, respirer, c'est nager. Les rivières ne percent pas la jungle, elles la tissent. Leurs eaux chargées de sédiments dévalent des montagnes cachées et se frayent un chemin à travers des racines géantes. Elles charrient des graines, traînent des troncs et relient les villages humains au territoire des crocodiles. Chaque méandre recèle un secret que nul n'a encore entièrement dévoilé. La rivière est la mémoire en mouvement. Au-dessus de ce monde liquide s'élèvent les diptérocarpacées, véritables gratte-ciel biologiques de l'île. Hautes de plus de 60 mètres, elles abritent, sous une seule canopée, une biodiversité plus riche que celle de nombreux pays. Oiseaux, insectes, minuscules mammifères, orchidées invisibles, tous partagent le même toit. Ici, un arbre est une ville verticale. La forêt tropicale de Bornéo n'est pas une forêt unique, mais un ensemble de forêts imbriquées. La haute canopée est le domaine du vent et des fruits scintillants. Le niveau intermédiaire est un labyrinthe de lianes où chaque centimètre carré est négocié. En bas, dans la pénombre, des champignons transforment la mort en un nouveau départ. La vie s'organise par étages, comme une architecture sans plan. Ici, la survie ne se joue pas à la force brute. La force physique est inutile sans mémoire. Se souvenir quel arbre donnera des fruits à quelle période de l'année, quelle rivière devient dangereuse après la pluie, quelle ombre signale un prédateur. Ce savoir vaut plus que n'importe quelle griffe. L'intelligence est un refuge. Les sons de la forêt forment un langage à part entière. Le bruit sec d'un fruit qui tombe, le sifflement lointain d'un calao, le craquement presque imperceptible des pas sur les feuilles mortes. Rien n'est un bruit fortuit. Tout est information qui circule entre les troncs d'arbres. Ceux qui ne savent pas écouter disparaissent. Bornéo a été suffisamment isolé pour permettre l'invention de créatures qui semblent tout droit sorties des rêves d'un biologiste imaginatif. Des primates au nez impossible, des mammifères qui volent sans être des oiseaux, des reptiles qui semblent sculptés par l'eau. L'île est un atelier où l'évolution a expérimenté des formes audacieuses. Ici, l'étrange est la norme. La chaleur, cependant, impose des règles strictes. La décomposition est aussi rapide qu'un animal affamé. Une feuille tombée à l'aube peut être réduite en poussière au crépuscule. Rien ne demeure intact bien longtemps. La forêt tropicale recycle avec la même ferveur qu'elle crée. Mourir est un processus bref. À l'arrivée des pluies, le paysage se métamorphose. Les routes se transforment en rivières éphémères. Les insectes multiplient leurs chants et l'odeur de la terre mouillée imprègne chaque recoin. Les orages ne sont pas des interruptions, ils sont le cœur même de l'écosystème. L'eau est la sève de la forêt. Entre montagnes isolées et marais sans fin, chaque espèce a choisi sa stratégie.
Certains ont privilégié l'altitude, d'autres la nuit, d'autres encore un camouflage parfait. Personne ici ne peut se permettre de répéter la même erreur. Bornéo enseigne avec dureté. Les habitants de l'île en tirèrent les leçons. Leurs maisons étaient construites sur pilotis, leurs pirogues épousaient les méandres des rivières, leurs mythes évoquaient des esprits à forme animale. Leur culture s'est développée en imitant la jungle. L'homme devint étudiant. Mais même pour ses premiers habitants, Bornéo demeure une énigme. De vastes étendues n'ont jamais été foulées par l'homme. Il existe des vallées où aucune carte ne correspond à la réalité et des grottes qui abritent des peintures plus anciennes que les pyramides. L'île sait se cacher. Au cœur de ce scénario apparaît la figure qui en résume le mieux le caractère. Un primate au mouvement lent, au regard profond et aux mains capables de construire des abris perchés en haut des arbres. L'orang-outan semble être fait de la même matière que les arbres. C'est à la fois un relatif et un symbole. Cependant, avant de le connaître, il est nécessaire de comprendre l'écosystème qui le soutient. À Bornéo, aucun être vivant ne vit isolé. Le fruit qui nourrit le singe a été pollinisé par une chauve-souris dont l'existence dépend d'un arbre qui a poussé grâce aux excréments d'un oiseau. La vie fonctionne par chaînes. Les diptères libèrent leurs graines lors d'événements quasi rituels qui se produisent tous les quelques années. À ce moment-là, toute la forêt tropicale se trouve bouleversée. Les animaux se déplacent, les territoires sont redessinés et même les prédateurs modifient leurs itinéraires. Un arbre peut changer le destin. La nuit révèle un autre univers. Les yeux s'écarquillent, les couleurs s'estompent et l'ouïe prend le dessus. Des prédateurs silencieux rôdent entre les branches, tandis que des insectes lumineux écrivent des messages éphémères dans l'obscurité. La forêt ne dort jamais. Bornéo est aussi une terre de contraste. Là où le sol semble ferme, un profond marécage se cache souvent. Là où la rivière paraît calme, un tourbillon guette. L'île récompense la prudence et punit l'arrogance. Rien n'est exactement ce qu'il paraît. Pendant des millions d'années, ce système a appris à s'auto-réguler. Les espèces se sont équilibrées, les maladies ont atteint leurs limites naturelles et les cycles de fructification ont empêché les famines prolongées. L'harmonie n'est pas la paix, c'est une négociation permanente. Cependant, la fragilité a toujours été présente. Un incendie inhabituel, une sécheresse prolongée ou une intervention extérieure peuvent engendrer des changements dont la correction peut prendre des siècles. Bornéo est forte, mais pas invincible. Même les géants saignent. Le visiteur qui découvre la jungle pour la première fois éprouve un mélange d'admiration et de respect. La jungle ne cherche pas à plaire. Elle se révèle telle qu'elle est, exubérante, humide, complexe. Elle exige l'attention comme un professeur sévère. Quiconque entre accepte ses règles. Au cours de ce voyage, nous explorerons leurs multiples facettes. Nous verrons l'orang-outan défier la gravité, le nasique dompter les rivières, le tarsier chasser en miniature et le calao soutenir le ciel avec son bec. Chaque créature aura son rôle à jouer. Mais avant d'aller plus loin, il est essentiel de rappeler une chose. Bornéo n'est pas un simple décor pour documentaire. C'est un organisme vivant, composé de millions d'êtres vivants. Tout ce qui s'y passe aura des répercussions bien au-delà de ses frontières. L'île respire pour le monde. C'est avec cette idée en tête que nous avons ouvert la porte à l'histoire. Nous avons décrit le décor, écouté son souffle et appris ses premières règles. Le moment est venu de se rapprocher de ses habitants, de regarder la forêt à travers leurs yeux. L'histoire ne fait que commencer. Dans la prochaine partie, nous pénétrerons dans la canopée pour suivre les traces de l'orang-outan, comprendre sa mémoire des fruits et sa solitude stratégique. Nous rencontrerons également les oiseaux qui maintiennent la cime des arbres et les rivières qui rythment la vie. Bornéo nous attend, haut perché à Bornéo, là où le sol n'est plus un point de repère et où le monde se fait tapisserie de branches, vit un animal qui semble avoir conclu un pacte avec la gravité. Il ne court pas, ne bondit pas à toute vitesse, ne rivalise pas de vitesse. Il se déplace comme s'il connaissait un raccourci secret à travers les arbres, l'orang-outan. Ce n'est pas qu'un grand primate, c'est une philosophie armée. Vue d'en bas, sa silhouette se fond dans le feuillage. Une mèche de cheveux orange, un lent balancement, une pose qui semble méditative.
Mais chacun de ces gestes est le fruit d'un calcul ancestral. L'orang-outan n'improvise pas. Il gère son énergie comme on garde un trésor. À Bornéo, se déplacer coûte cher, et il le sait mieux que quiconque. Ses bras sont disproportionnés par rapport à l'œil humain. Ils atteignent des distances qu'aucun autre primate ne peut parcourir avec une telle grâce. Ils ne grimpent pas. Ils dialoguent avec les branches. Ils les testent, les évaluent, les acceptent ou les rejettent. La canopée est son langage natif. Les mâles adultes peuvent peser plus de 90 kilos, mais leur poids ne constitue pas un obstacle. La jungle leur a appris à le répartir comme un architecte répartit les charges. Chaque mouvement est une leçon d'ingénierie biologique. Marcher sur l'air requiert une méthode. Nombreux sont ceux qui vivent dans la solitude, mais il ne s'agit pas d'un isolement froid. C'est une solitude fonctionnelle, façonnée par une forêt où les fruits apparaissent et disparaissent comme des pièces de monnaie capricieuses. Se livrer à une concurrence trop acharnée serait une erreur. L'orang-outan choisit le silence pour ne pas se disputer avec la rareté. Son régime alimentaire est un calendrier vivant. Il connaît les arbres comme un bibliothécaire connaît ses livres. Il se souvient quel figuier mûrira en octobre, quelle vigne fleurira après la pluie, quelle écorce pourra le sauver en saison sèche. Sa mémoire est une carte comestible. Lorsqu'il trouve un arbre généreux, le temps semble s'arrêter. Il s'y installe, se nourrit patiemment et laisse tomber des graines que d'autres ramasseront. Sans le savoir, il devient le jardinier du futur. Chaque bouchée est une graine. Ce sont les femelles qui portent le fardeau le plus précieux de cette histoire. Elles élèvent leurs petits pendant des années, parfois plus de 5, leur apprenant à déchiffrer la jungle. Elles leur montrent comment construire des nids de feuilles, comment choisir un chemin sûr, comment se méfier du sol. Être un orang-outan, ça s'apprend. Le nid nocturne est une structure éphémère. En quelques minutes, ils plient des branches et créent un matelas suspendu où ils dormiront loin des prédateurs. À l'aube, ils l'abandonnent comme on se débarrasse d'une pensée déjà épuisée. L'architecture ici ne dure qu'une nuit. Ils descendent rarement au sol. En bas, le monde est imprévisible. Sangsues, racines traîtresses et prédateurs invisibles les hantent. L'orang-outan est aussi à l'aise dans les hauteurs que le poisson dans l'eau. L'appartement est le territoire de quelqu'un d'autre. Cependant, la jungle ne se résume pas à eux. Au-dessus de leur tête, des ombres planent, des becs crochus et des ailes puissantes. Les calaos, grands oiseaux frugivores, relient les arbres éloignés tels des messagers du vent. Le ciel sème aussi. Le vol du calao n'est pas léger. Il produit un grondement sourd qui annonce son arrivée bien avant qu'on ne l'aperçoive. Son énorme bec, surmonté d'un casque osseux, ressemble à un outil d'un autre temps. C'est un architecte à plumes. Bornéo abrite plusieurs espèces de calaos, chacune jouant un rôle distinct dans l'écosystème. Ils se nourrissent de gros fruits que d'autres ne peuvent avaler et transportent les graines sur des kilomètres à la ronde. Là où vole un calao, la forêt se multiplie. Leur méthode de reproduction est pour le moins extraordinaire. La femelle s'enferme dans un tronc creux et en scelle l'entrée, ne laissant qu'une petite ouverture. Pendant des semaines, elle dépendra du mâle, qui lui apporte de la nourriture, tel un messager infatigable. La famille tient dans un seul trou. Cette stratégie réduit les attaques de prédateurs et transforme l'arbre en forteresse. Lorsque les oisillons grandissent, ils percent la barrière et le monde s'ouvre à nouveau à eux. Toute la forêt attendait ce moment. Élever des enfants est un acte collectif. Les calaos et les orang-outans partagent un destin commun. Ils dépendent d'une abondance de fruits. Lorsque les diptérocarpacées entrent en mastification, cette frénésie irrégulière de ponte de graines, toute la canopée change d'humeur. La jungle est en fête et sombre dans le chaos. Les orang-outans parcourent davantage de distance, les calaos allongent leur trajet et les sangliers grimpent depuis le sol. Pendant des semaines, la forêt semble avoir ouvert ses réserves secrètes. La prospérité est elle aussi chaotique. Mais l'abondance n'est jamais permanente. Après le festin vient l'austérité et chaque espèce doit se souvenir comment survivre avec moins. L'orang-outan ronge l'écorce, le calao chasse les insectes. Le luxe est éphémère à Bornéo. Un réseau invisible se tisse entre les branches. Un fruit tombé nourrit un cerf. Le cerf attire un prédateur. Le prédateur laisse derrière lui des restes qui fertilisent un jeune arbre. Rien ne se produit de façon isolée. La jungle est un contrat sans signature.
La canopée, vue de près, est une mer tumultueuse. Les lianes pendent comme des cordes, les orchidées semblent presque irréelles, les fourmis gardent de minuscules territoires. Là-haut, la vie est verticale. Chaque compteur a un propriétaire. Les orang-outans observent cette agitation avec un calme ancestral. Ils n'ont pas besoin de tout maîtriser, seulement de comprendre suffisamment pour se déplacer sans perdre l'équilibre. Leur stratégie est la modestie. Vivre sans faire de bruit. Parfois, deux mâles adultes se rencontrent et l'air change de goût. Ils gonflent leurs poches faciales et émettent des cris profonds qui portent à des kilomètres. Ils ne cherchent pas la confrontation, ils tentent d'avertir. La voix empêche la guerre. Ces cris profonds agissent comme des balises acoustiques. Ils permettent de signaler sa position et de réduire les risques de rencontres dangereuses. Dans une forêt dense, connaître la position de l'autre est une forme de courtoisie. Le respect est aussi biologique. Les jeunes entendent tout. Ils apprennent que le monde ne se conquiert pas, il se négocie. Ils observent leur mère choisir des chemins sûrs, écarter les fruits amers et reconnaître les signes avant-coureurs d'un orage. L'éducation se fait sans salle de classe. Pendant ce temps, les Kalao poursuivent leur activité aérienne. Ils avalent des fruits, s'envolent et les rapportent sous forme de graines prêtes à germer. Ce sont des jardiniers qui ignorent tout de leur métier. La forêt les utilise avec affection. Sous ce mouvement incessant, de jeunes arbres poussent et nourriront un jour d'autres orang-outans. Le cycle dure des décennies, mais personne n'est pressé. À Bornéo, l'horloge est végétale. L'avenir a des racines. Tout n'est pas harmonieux. Les tempêtes abattent des branches, les sécheresses diminuent les récoltes, la foudre marque les troncs. La canopée est un royaume magnifique et fragile. Même la grandeur tremble. L'orang-outan perçoit ces changements avant tout le monde. Il ajuste ses itinéraires, modifie son rythme et se fait plus discret. Son intelligence est une forme d'humilité, s'adapter pour rester le même. Les Kalao, en revanche, ont besoin de vieux arbres pour y faire leur nid. Sans cavité profonde, leur stratégie s'avère inefficace. Ils dépendent des forêts matures et non des jeunes plantations. L'âge est aussi un atout. C'est pourquoi le sort de ces créatures est lié à celui des diptérocarpacées et des rivières qui les nourrissent. Si l'une d'elles disparaît, toutes en ressentent les répercussions. Bornéo fonctionne comme un corps. À la tombée du soir, la canopée se transforme en théâtre d'ombre. Les orang-outans préparent leur nid, les Kalao cherchent des perchoirs, les insectes activent leurs lampes chimiques. La journée s'achève à l'unisson. Vu d'en bas, cet univers suspendu est à peine perceptible. Le sol ressemble à une autre planète, mais au-dessus, la vie continue selon ses propres règles. Deux mondes, une forêt. Nous avons vu les géants paisibles et les oiseaux architectes. Mais Bornéo ne s'arrête pas là. Le long des rivières, des primates aux visages étranges et des nageurs inattendus nous attendent. L'histoire se termine dans l'eau. Dans la prochaine partie, nous suivrons le cours des rivières pour trouver le Nazik, seigneur des berges, et comprendre comment la jungle dialogue avec le courant. Le voyage se poursuit en aval. Les rivières de Bornéo ne se contentent pas de traverser la forêt tropicale, elles en racontent l'histoire. Chaque méandre est une phrase, chaque remous une virgule, chaque crue un tournant. Des montagnes de l'intérieur, elles descendent telles des serpents de boue chargés d'histoires végétales. Elles ne divisent pas les territoires, elles les relient. Elles ne sont pas des frontières, elles sont des artères. Sur cette île, c'est l'eau qui trace la carte. Quiconque s'approche pour la première fois d'une rive comprend que la forêt change de visage. L'odeur est plus salée, le sol plus meuble, l'air plus saturé d'insectes qui semblent apprendre à nager. Les racines se transforment en doigts noirs qui puisent directement l'eau du lit de la rivière. La jungle apprend à être amphibie. Ici vivent des créatures qui n'ont pas eu à choisir entre deux mondes. Elles ont appris à composer avec les deux. Au milieu des mangroves, des figuiers riverains et des arbres à troncs spongieux, apparaît un primate impossible, un visage qui semble sculpté par l'ironie de l'évolution, le Nazik. Sa silhouette est reconnaissable entre mille. Un corps robuste, un ventre rond, une fourrure couleur cuivre blanchie par l'humidité et surtout ce long museau souple qui pend comme un étendard. Nombreux sont ceux qui rient en le voyant pour la première fois. La forêt, elle, le prend très au sérieux. La forme n'est jamais arbitraire. Ce nez fonctionne comme un instrument acoustique.
Il amplifie les cris, modifie les résonances et permet au mâle de se faire entendre à des centaines de mètres à travers un épais feuillage. Dans un environnement où la visibilité est réduite, se faire entendre est une stratégie vitale. Le son se propage mieux que la vue. Ces groupes s'organisent autour d'un mâle dominant. Plusieurs femelles et leurs petits l'accompagnent dans ses déplacements au fil du courant. Ce n'est pas une famille paisible, c'est une communauté où les individus se disputent, se réconcilient, se touchent et veillent les uns sur les autres. Ici, la sociabilité est une technologie. Leur régime alimentaire défie toute logique chimique. Ils privilégient les jeunes feuilles, les fruits encore verts et les graines dont les défenses rendraient malades les autres mammifères. Pour les digérer, ils possèdent un estomac compartimenté, véritable usine de fermentation interne. Manger est un acte d'ingénierie, c'est pourquoi le nasique vit à un rythme différent. Après s'être nourri, il s'assoit, rumine et laisse les microbes faire le travail à sa place. La précipitation serait une erreur métabolique. La patience est également digestible, mais ce qui les distingue vraiment, c'est leur rapport à l'eau. Lorsque le groupe doit traverser un chenal, ils s'y jettent sans hésiter. Ils nagent avec élégance, grâce à leurs pattes palmées, une caractéristique rare chez les primates. Bornéo a inventé des singes à lame de poisson. Elles peuvent rester immergées pendant plus de 30 secondes, se déplacer à contre-courant et émerger parmi les racines comme si la rivière était un prolongement de la forêt. L'eau cesse d'être un obstacle et devient un raccourci. Cette habileté est née d'une menace constante. Dans ces mêmes eaux patrouille le crocodile marin, héritier des temps anciens, un prédateur qui a appris à attendre plutôt qu'à chasser. Le fleuve abrite d'anciennes embouchures. Les nasiques perçoivent les signes les plus infimes, un cercle de bulles, un tronc d'arbre qui se meut contre toute logique, un silence trop clair pour entendre le chant des oiseaux. Leur survie dépend de cette capacité de perception. L'attention est un organe invisible. Durant la saison sèche, lorsque le niveau de l'eau baisse et que les jeunes feuilles se raréfient, les groupes se concentrent en bandes de plus en plus étroites. Les hiérarchies se rigidifient et les voix nasillardes deviennent plus fréquentes. La rareté aiguise le jeu politique. Les jeunes crocodiles observent tout avec sérieux. Ils apprennent à évaluer la force d'un courant, à choisir des branches sûres, à distinguer un vrai crocodile d'une simple bûche. L'enfance est un manuel des risques. La fourrure orange semble luire au crépuscule. Les corps se découpent sur l'eau, silhouettes venues d'un autre temps. Leurs mouvements, d'une maladresse apparente, sont pourtant calculés. Ici, l'élégance est fonctionnelle. Sous la surface, une autre histoire se dévoile. Les poissons-chats remuent la vase avec leurs barbillons tactiles, les tortues à carapace sombre sortent prudemment la tête, et les serpents aquatiques dessinent des lettres liquides. La rivière a ses propres personnages. Les crues annuelles redessinent le paysage. Des régions entières se transforment en lagunes temporaires. Les insectes créent des aéroports éphémères. Et les arbres apprennent à respirer grâce à leurs racines aériennes. Inondation à Bornéo sans noyade. Les nasiques adaptent leur territoire à ce calendrier. Ils grimpent jusqu'à la cime des arbres lorsque le niveau de l'eau monte, descendent lorsqu'il baisse et utilisent le lit de la rivière comme voie de passage saisonnière. La mobilité est leur religion. À leur côté prospèrent des loutres à moustaches sensibles, des martins pêcheurs qui tombent comme des flèches bleues et des varans qui ressemblent aux fragments d'un dragon éparpillé. Chaque espèce écrit un verset. Mais c'est le crocodile qui a le dernier mot. Ses yeux émergent à peine, tels de minuscules îlots. Pour lui, un singe distrait est une simple équation. L'attente est également offensante. Cette pression a façonné les comportements collectifs. Ils préfèrent voyager à l'aube et au crépuscule, lorsque la lumière estompe les contours. Ils choisissent des itinéraires familiers qui ont déjà fait leurs preuves en matière de sécurité. La tradition réduit les erreurs. Ceux qui naviguent sur ces rivières connaissent bien cette danse. Les pêcheurs lisent les singes comme ils lisent la météo. Si le groupe s'agite, c'est que quelque chose d'important se trame sous la surface. La nature s'exprime par gestes, mais le littoral n'est pas seulement une menace. C'est aussi un garde-manger généreux. Les figuiers d'eau offrent des fruits sucrés, les mangroves fournissent des feuilles riches en sels minéraux et la boue soigne les blessures, les alimentations et les tests de bord.
À la tombée de la nuit, les groupes cherchent de grands arbres pour y dormir. D'en haut, ils observent le reflet de la lune qui dédouble le ciel. Les crocodiles se fondent dans d'épaisses ombres. Dormir, c'est composer avec le risque. Le Nazik incarne le pont entre deux règnes. Sans lui, de nombreuses graines ne pourraient pas se disperser. Sans sa vigilance, les prédateurs auraient un festin perpétuel. C'est une charnière qui a un cœur qui bat. Leur existence révèle une loi plus vaste. Aucun habitat n'est pur. La forêt a besoin d'eau et toutes deux ont besoin des animaux qui les relient. La frontière est un malentendu. Nous avons suivi le cours du fleuve et rencontré ces seigneurs au nez improbable. Mais plus loin à l'intérieur des terres, là où le courant se fait murmure et où la terre reprend ses droits, un autre Bornéo nous attend. La nuit donne le ton. Là, règnent des créatures aux yeux immenses et aux sauts prodigieux. Le tarsier, petit chasseur à la précision chirurgicale, se tapit parmi les fines branches telle une pensée sombre. L'histoire s'estompe dans l'ombre. Avant de pénétrer dans ce monde, il convient de contempler à nouveau l'eau. Comprendre que chaque goutte relie les montagnes aux mangroves, les orangs-outans aux poissons, les hommes aux mythes. Le fleuve ne s'arrête pas à la mer, il se poursuit dans la jungle. Bornéo se comprend mieux depuis ses rivages. Ceux qui ignorent le pouls de l'eau ne comprendront jamais le caractère de la forêt. Ici, toute chose apprend à nager d'une manière ou d'une autre, même les idées. Cette leçon conclut le chapitre sur le monde des amphibiens. Nous avons vu comment l'évolution a façonné un primate qui parle avec son nez et nage avec ses mains. Il nous faut maintenant explorer les zones d'ombre. La suite se déroulera de nuit. Nous suivrons le tarsier parmi les lianes, écouterons les civettes et sentirons les pas de la panthère nébuleuse. La forêt a un visage pour chaque heure. Bornéo abrite encore des voix. Au coucher du soleil à Bornéo, la jungle ne s'endort pas. Elle se transforme. Ce qui était vert le jour se teinte d'un noir bleuté. Les feuilles cessent d'abriter et deviennent un rideau. Les sons changent de voix et la forêt adopte un autre souffle, plus lent, plus humide, plus attentif. La nuit n'est pas l'absence de lumière, c'est un autre langage. Dans ce nouveau langage, des créatures que le jour soupçonne à peine règnent, des yeux semblables à des lunes privées, des oreilles qui perçoivent le battement de cœur d'un insecte et des pattes capables de bondir entre des branches aussi fines que des fils. Le premier à parler est le tarsier. Petit, presque fragile au premier abord, il reste immobile sur une branche, telle une idée suspendue. Ses yeux disproportionnés occupent une grande partie de son visage, 2 télescopes biologiques pointés vers l'avenir immédiat. Le tarsier ne regarde pas, il calcule. Elle mesure à peine plus de 10 cm et pèse moins qu'une poignée de feuilles humides. Pourtant, dans ce minuscule corps se cache l'un des chasseurs les plus précis des tropiques. La grandeur n'a pas besoin d'être grande. Sa tête peut pivoter sur près de 270 degrés. Nul besoin de bouger son torse pour scruter le monde entier. C'est un périscope au grand cœur, l'immobilité est son camouflage. Quand elle se décide à agir, la forêt semble retenir son souffle. Ses pattes postérieures, allongées comme des ressorts, se tendent silencieusement. Un insecte distrait devient sa proie. Le saut trace une ligne parfaite. Il peut parcourir des distances 40 fois sa propre longueur. Il se pose sur ses mains fines qui agissent comme des cages instantanées. La proie comprend à peine ce qui s'est passé. La vitesse est aussi de la musique. Le tarsier est un carnivore strict, une rareté chez les primates. Il se nourrit de grillons, de petits lézards et parfois de minuscules oiseaux. Chaque capture est une véritable opération chirurgicale miniature. La chasse consiste à résoudre un problème. Durant la journée, il se cache dans les troncs d'arbres creux où les lianes dansent. Là, il attend que la lumière décline et que le monde change de main. La patience le maintient en vie. Ils vivent en couple ou en petits groupes familiaux. Ils communiquent par des sons aigus, dont beaucoup sont inaudibles pour l'oreille humaine. Ils émettent des sons à des fréquences que les prédateurs ne peuvent pas comprendre. La discrétion a son propre ton. Les petits naissent les yeux ouverts, comme s'ils savaient que la vigilance ne tolère aucun retard. Dès leurs premières heures, ils s'accrochent aux branches et apprennent vite à faire confiance au vide. Grandir, c'est apprendre à être aimé. Le tarsier révèle un secret de Bornéo. La nuit n'est pas chaotique. Elle obéit à des règles strictes, à des couloirs invisibles et à une hiérarchie des ombres. Chaque espèce occupe un créneau horaire précis. Même l'obscurité s'organise d'elle-même.
Parmi ses habitants nocturnes figure la civette, un mammifère agile qui se déplace entre les branches tel un chat de fumée. Son pelage tacheté imite le motif des feuilles malades. La civette sent avant de voir. Il se nourrit de fruits, de petits vertébrés et même du fameux café que les humains ont appris à récupérer dans ses excréments. C'est à la fois un cueilleur et un chasseur, un diplomate de l'alimentation. L'alimentation est un sujet de conversation varié. Ses pas sont silencieux grâce à ses coussinets souples. Il avance comme s'il demandait la permission à chaque branche. Il sait que le bruit la nuit est un signe de danger. La furtivité est une seconde peau. Plus bas, sur le sol humide, le python réticulé dessine une autre forme géométrique. Son corps interminable glisse sans hâte, brouillant la frontière entre animal et chemin. Le serpent ne marche pas, il arrive. Il peut atteindre plusieurs mètres de long et avaler des proies qui semblent impossibles à avaler. Sa stratégie n'est pas la poursuite, mais la saisie d'opportunités. L'étreinte remplace les dents. Les pythons connaissent chaque terrier, chaque sentier de cerf, chaque chemin emprunté par les rongeurs. Ce sont des archives vivantes de la nuit terrestre. Le souvenir persiste également. Dans la cime des arbres, un autre prédateur vole la vedette, la panthère nébuleuse. Des taches irrégulières recouvrent son corps, telles les cartes d'un pays imaginaire. C'est le félin le plus discret de l'île, chassé avec une élégance mathématique. Il se déplace dans les branches grâce à une longue queue qui lui sert de gouvernail. Il peut se suspendre la tête en bas et attaquer sous des angles qui défient toute logique humaine. L'arbre lui sert de couloir privé. Pour lui, le jeune orang-outan ou le singe sans méfiance sont des possibilités bien réelles. La jungle nous apprend qu'aucun symbole n'est à l'abri de la faim. La beauté ne confère pas l'immunité. La panthère nébuleuse écoute les mouvements du tarsier, les pas de la civette et le murmure de la rivière. Elle établit ses itinéraires en combinant ces informations à la manière d'un stratège militaire. La chasse, c'est lire dans la forêt. Voici comment se tisse la toile nocturne. L'insecte nourrit le tarsier nourrit la civette ou le félin, et les restes nourrissent des champignons qui restituent des nutriments à l'arbre. La mort travaille comme jardinier. Ces champignons lumineux ressemblent à des étoiles filantes. Ils transforment le bois pourri en terreau fertile. Sans eux, la jungle ne serait qu'un musée de cadavres. Se décomposer, c'est créer de l'espace. Les grenouilles ajoutent une autre dimension sonore. Leur chœur marque les territoires, annonce la pluie et désoriente les prédateurs. Chaque espèce chante à sa propre fréquence. La musique définit les cartes. Les orages nocturnes changent la donne. L'eau frappe les feuilles comme des millions de doigts et de nombreux chasseurs attendent leur tour. D'autres, en revanche, trouvent un avantage dans ce chaos. La pluie mélange les cartes. Le tarsier utilise le bruit pour s'approcher. La civette se déplace dans les ombres plus épaisses. La panthère nébuleuse attend qu'une erreur se produise et qu'elle glisse sur la boue. L'opportunité aussi se mouille. En ces heures sombres, l'humanité se fait l'intruse maladroite. Sa mauvaise vue et son ouïe limitée la rendent facile à tromper. La jungle reprend le contrôle. Cependant, la nuit n'est pas l'ennemi du jour. Les deux cycles sont nécessaires. Ce que l'un sème, l'autre le récolte. Ce que l'un cache, l'autre le révèle. Bornéo respire par relais. L'aube se lève dans un bruissement d'insectes. Le tarsier cherche un abri, la civette regagne sa tanière et le léopard disparaît comme un souvenir. Le feu change de main. Des traces invisibles subsistent. Une aile de papillon brisée, une faible traînée de sang, un fruit tombé lors d'une course nocturne. Le jour révélera ses messages. Le matin est un détective. Nous avons exploré l'architecture des ténèbres et compris que la jungle abrite deux cités superposées. L'une visible, l'autre qui ne s'ouvre qu'à la lueur de la lune. Les deux sont nécessaires à leur existence. Mais Bornéo ne se limite pas aux animaux isolés. Des forces collectives façonnent le paysage, troupeaux, volées, colonies qui se déplacent comme un seul organisme. La suite s'exprimera au pluriel. Nous descendrons dans les clairières où les cerfs sans barre tracent leurs sentiers et dans le ciel où les renards volants transportent des graines comme des nuages vivants. L'histoire prend encore plus d'ampleur, car comprendre Bornéo exige de considérer le petit et le grand, la griffe et l'aile, la dent et la fleur. Aucun fragment isolé ne peut expliquer l'ensemble. La jungle est un puzzle vivant. Avec le lever du soleil, ce chapitre nocturne se referme.
Le tarsier se fige en statue, la civette devient une ombre endormie et le léopard un murmure lointain. L'histoire continue. Dans la section suivante, nous verrons comment les grands herbivores et les disperseurs ailés soutiennent la structure qui permet à tous les autres d'exister. Bornéo compte encore de nombreuses voix, et nous continuons à les écouter. La forêt tropicale de Bornéo ne se maintient pas uniquement grâce aux crocs, aux griffes ou à l'intelligence des primates. Une force plus lente et moins visible œuvre sans relâche sous l'ombre humide de la canopée. Ce sont les bâtisseurs patients, les mangeurs silencieux, ceux qui transforment la matière en avenir. Parmi eux s'avance une silhouette massive, à pas mesurés, le regard toujours alerte. Le cerf sambar. Au premier abord, ce n'est pas un animal spectaculaire. Il n'a ni couleur vive, ni cri tonitruant. Sa grandeur est discrète, presque humble. Il peut atteindre plus de 2 mètres de long et peser près de 250 kilos. Son épais pelage conserve l'odeur de la boue et des feuilles mortes. La samba ne conquiert pas le paysage, elle le façonne. Elle surgit avant que le soleil ne soit trop fort. Elle longe les rives des rivières troubles, traverse des clairières où les jeunes herbes luttent contre l'ombre. Ses larges oreilles frémissent comme des antennes et son nez scrute l'air avec une précision ancestrale. Pour lui, la forêt est un livre d'arômes. Il se nourrit méthodiquement. Il choisit les jeunes pousses tendres, les fruits tombés et les écorces tendres. Chaque bouchée est un choix écologique. En déracinant une jeune plante, il permet à une autre de pousser. En mâchant un fruit, il libère des graines enrobées d'engrais naturels. Manger, c'est semer sans le savoir. Quand la chaleur devient intense, il se réfugie dans les flaques de boue. Il s'y enfonce jusqu'à la poitrine et reste immobile. La boue le rafraîchit, le protège des insectes et guérit ses petites blessures invisibles. La boue est leur remède silencieux. Les mâles arborent des bois ramifiés qui repoussent chaque année, tel un calendrier biologique. Pendant la période de rut, ils s'affrontent avec une violence contenue. Le son se propage entre les troncs comme un bref coup de tonnerre. Même la jungle a ses duels. Les femelles, quant à elles, fondent des familles discrètes. Les faons restent cachés parmi les fougères, apprenant l'art de la dissimulation. La mère revient prudemment pour les allaiter. À Bornéo, la tendresse avance avec prudence. Le cerf sambar n'est pas qu'un simple consommateur. C'est une proie essentielle pour de plus grands prédateurs. La panthère nébuleuse, le python réticulé et les crocodiles des rivières dépendent de sa viande pour maintenir des chaînes alimentaires entières. Un seul corps nourrit de nombreux destins. Ses profondes empreintes se remplissent d'eau après la pluie. Des insectes y naissent, des oiseaux s'y abreuvent, de minuscules grenouilles y grandissent. Chaque empreinte devient un petit monde. La forêt recycle même les empreintes de pas. Tandis que les sambars façonnent le sol, une autre force agite au-dessus. Des grappes sombres, semblables à des fruits géants, pendent des grands diptérocarpacés. Soudain, elles se détachent et le ciel se remplit d'ailes. Ce sont des renards volants. Ces chauves-souris frugivores possèdent la plus grande envergure de toutes les chauves-souris au monde, jusqu'à 1,5 mètre. Contrairement à leurs cousines insectivores, elles n'utilisent pas l'écholocation. Elles se fient à leur vue et à un odorat qui leur permet de détecter des odeurs lointaines. On peut sentir l'odeur des arbres avant même de les voir. Durant la journée, elles forment des colonies denses. Des centaines d'individus ondulent comme des feuilles vivantes. Elles se disputent l'espace, s'éventent avec leurs ailes et prennent soin des petits qui s'accrochent au sein de leur mère. Même au milieu d'une foule, on peut préserver son intimité. À la tombée du soir, l'exode commence. Des volées entières quittent leur dortoir et l'horizon se transforme en un fleuve sombre. Elles volent sur des kilomètres à la recherche de figuiers, de durians et de manguiers sauvages. La nuit est un jardin aérien. Ils mordent le fruit, avalent la pulpe et recrachent les fibres contenant les graines intactes. Aucun autre animal de Bornéo ne disperse autant d'embryons de plantes en si peu de temps. Ce sont des semeurs professionnels. Grâce à elles, les forêts se régénèrent après les incendies et les tempêtes. Elles relient les vallées isolées, restaurent les clairières abandonnées et brassent le patrimoine génétique d'arbres éloignés les uns des autres. L'avenir voyage suspendu à des ailes. Les scientifiques les appellent « espèces clés de voûte ». Si elles disparaissaient, des dizaines de plantes perdraient leur principal allié.
La canopée deviendrait monotone, plus pauvre et plus fragile. Une chauve-souris peut soutenir une forêt. Les femelles donnent naissance à un seul oisillon par an. Le jeune oiseau apprend les itinéraires nocturnes, les odeurs des fleurs et les dangers du ciel. Cet apprentissage se fait en se déplaçant. L'aviation est aussi une école. À leur retour à l'aube, le sol est jonché de graines et de résidus de pulpe. Là, le travail des cerfs sambares, des sangliers barbus et de millions de fourmis achèvera le cycle. Le ciel a besoin de boue pour exister. Ainsi s'entremêlent deux mondes, celui de la terre lourde et celui de l'air léger. Le sambar ouvre des sentiers. La tyrolienne abolit les distances. L'un dessine des routes, l'autre dessine des ponts. En période de sécheresse, leur rôle respectif devient vital. Le cerf repère les bourgeons cachés et assure la survie de la végétation basse. La chauve-souris, quant à elle, localise les derniers arbres en fleurs et contribue à la pérennité du patrimoine génétique. La résilience joue de nombreux rôles. Les habitants de Bornéo ont appris à déchiffrer ces signes. Ils disent que là où les renards volent en rond, il y a des fruits. Que là où les cerfs sambares se rassemblent, il y a de l'eau à proximité. La sagesse, c'est aussi l'observation. Mais cet équilibre est fragile. Les routes coupent les voies aériennes, la chasse réduit les troupeaux, l'exploitation forestière élimine des arbres qui ont mis des siècles à pousser. Le temps humain passe trop vite. Malgré tout, tant qu'il demeure, la forêt tropicale conserve la mémoire de sa capacité à se régénérer. Une seule roussette peut planter des centaines d'arbres en une nuit. Un groupe de cerfs sambares peut restaurer une clairière en quelques années seulement. La réparation est possible. Bornéo prouve que les héros écologiques ne rugissent pas toujours. Parfois, ils broutent en silence ou battent des ailes sans être vus. La grandeur peut être humble. La forêt fonctionne comme une ville sans maire. Personne ne donne d'ordre, mais tout s'harmonise. Les champignons décomposent, les insectes nettoient, les oiseaux tissent des liens, les mammifères fertilisent. La coopération est une loi ancestrale. Au crépuscule, lorsque les sambars se dorent dans la rivière et que les renards prennent leur envol, la faille invisible de l'écosystème se révèle. La terre et le ciel dialoguent. Nous avons observé les ingénieurs de la boue et les architectes de la canopée. Il reste à comprendre comment cette structure résiste à la pression d'un monde qui l'entoure et qui a besoin d'elle. L'histoire touche à sa fin. La prochaine partie examinera la situation dans son ensemble, les menaces, la résilience et l'avenir de cette île qui respire encore comme un animal gigantesque. Le voyage se poursuit jusqu'à la fin. À Bornéo, la vie ne s'organise pas uniquement autour de ce que l'on mange, mais aussi autour de ce qui pourrait nous dévorer. La forêt possède un second langage, plus ancien que le chant des oiseaux et plus profond que le murmure du fleuve, le langage de la peur. Ce n'est pas une peur hystérique, c'est une peur utile, précise, presque élégante, un système de signaux qui dicte les mouvements, les horaires et les distances. Grâce à lui, l'orang-outan choisit la bonne branche, le cerf sambar la mare sûre et le nasique le moment précis pour traverser l'eau. Le danger est un architecte invisible. Parmi les maîtres de cette langue, une figure se distingue, comme dessinée par la fumée. Il n'a peut-être ni la gloire du tigre ni la stature du lion, mais sur cette île, nul ne règne avec plus de subtilité. La panthère nébuleuse. Son pelage n'est pas tacheté, il est nuageux. Des formes irrégulières décomposent sa silhouette dans la lumière filtrée. Tandis qu'il se déplace entre les branches, l'œil humain doute de ce qu'il voit, et ce doute suffit. Le camouflage n'est pas un déguisement, c'est la disparition. Contrairement aux autres grands félins, la chatte nébuleuse est presque un primate carnivore. Ses chevilles pivotent avec une flexibilité extraordinaire, et elle peut descendre d'un arbre la tête la première, comme pour défier la gravité. La jungle lui a appris à penser verticalement. Il chasse les singes, les civettes, les jeunes sangliers et, à l'occasion, les cerfs sambares imprudents. Il n'a pas besoin d'une grande vitesse, mais d'une seule seconde parfaite. L'attaque est une phrase courte. Pour l'orang-outan, ce félin est l'ombre d'un ancêtre. Les mâles adultes peuvent l'affronter, mais les femelles avec leurs petits évitent les clairières et construisent des nids plus élevés lorsqu'elles perçoivent sa présence. La maternité implique aussi de calculer les risques. Le léopard ne rugit pas pour signaler sa présence. Sa force réside dans le silence. Ce n'est que parfois, au crépuscule, qu'il laisse échapper un cri profond qui résonne comme un coup de tonnerre étouffé.
La forêt apprend à se taire. Cependant, ce n'est pas le seul prédateur à dicter les règles. Dans la terre humide, enroulée comme une idée sans fin, se meut une autre autorité, le python réticulé. Elle peut atteindre plus de 6 mètres de haut et son corps est une carte de losanges et de lignes qui imitent des racines. Elle ne poursuit pas, elle attend. Le monde défile devant elle comme un cortège assuré. La patience a aussi ses limites. Lorsqu'il attaque, il le fait avec une efficacité redoutable. Il s'enroule, presse, évalue la respiration de sa proie et ajuste sa force au rythme cardiaque de l'ennemi. Tuer est un calcul hydraulique. Les pythons gardent les sentiers qui traversent les bosquets de cerfs sambar, les dortoirs des roussettes et les berges des rivières où s'abreuvent les nasiques. Ils constituent des maillons essentiels de la chaîne alimentaire. La terre n'oublie jamais ses proies. Plus bas encore, là où l'eau s'épaissit et où les troncs flottent comme des fantômes, règne le crocodile marin. Héritier d'une lignée antérieure aux mammifères, il contemple le présent avec le regard du passé. Pour lui, le temps est immense. Ceux qui ont un long nez le savent bien. C'est pourquoi ils traversent en biais, pourquoi ils frappent l'eau avant de plonger, pourquoi ils écoutent les oiseaux sentinelles. La rivière exige un protocole. Ces prédateurs ne se contentent pas d'ôter des vies, ils diffusent les comportements. Grâce à eux, les herbivores se déplacent, les graines se dispersent et les arbres ne sont pas dévorés jusqu'à l'épuisement. La peur crée des opportunités. Imaginez un Bornéo sans chasseurs. Les sambars décimeraient la jeune pousse, les singes proliféreraient sans contrôle et les berges des rivières perdraient leur biodiversité. La forêt deviendrait une simple note monotone. L'harmonie a besoin de dents. Même le minuscule tarsier participe à cette symphonie. Ses yeux immenses repèrent les insectes, mais guettent aussi les hiboux et les serpents arboricoles. Il vit dans un labyrinthe de méfiance. Être minuscule oblige à être attentif. La civette malaise, avec son masque de bandit, patrouille le sol à la recherche de fruits et de petits vertébrés. Ses excréments, riches en graines de café sauvage, embaument les marchés. Le commerce naît de l'estomac. Chaque espèce subit la pression des autres et y répond par une créativité évolutive. Les roussettes avancent leurs horaires de départ lorsque le nombre de faucons augmente. Les phacochères barbus modifient leurs itinéraires lorsqu'ils sentent la présence de léopards. La jungle est une conversation tendue. L'orang-outan, malgré sa taille, évite le sol par respect pour ces êtres terrestres. Il préfère dépenser son énergie suspendue plutôt que de risquer sa vie en marchant. La prudence pèse moins que le corps. Les humains qui s'aventurent dans la forêt apprennent eux aussi ce langage. Les guides reconnaissent le sifflement du léopard, les ondulations à la surface de l'eau qui trahissent la présence d'un crocodile, l'odeur métallique du python. Le savoir est une bouée de sauvetage. Les nuits de nouvelle lune, lorsque la visibilité est réduite, la peur s'intensifie. Les animaux ralentissent leurs mouvements et la forêt semble retenir son souffle. L'obscurité a du volume. Mais il ne s'agit pas uniquement de persécution. Les prédateurs aussi ont peur. Le léopard évite le crocodile, le python fuit le varan géant et tous se méfient des humains. Le pouvoir est toujours relatif. Ce réseau de précautions crée des corridors invisibles, des zones où les cerfs s'embarrent paissent paisiblement, des arbres où les renards se sentent en sécurité, des berges de rivières que les buses à long nez affectionnent. La géographie émotionnelle trace des cartes. Les scientifiques l'appellent l'écologie de la peur. Ce n'est pas de la poésie, ce sont des statistiques vivantes. Là où le risque augmente, la végétation change, là où il diminue, la nouvelle végétation disparaît. Les émotions aussi sèment des graines. Bornéo a perfectionné ce système au fil de millions d'années. Chaque extinction ancienne a laissé une leçon gravée dans les os et les comportements. La mémoire est biologique. Cependant, un nouveau facteur perturbe l'ordre établi, la vitesse humaine. Le bruit des tronçonneuses, les autoroutes illuminées et les aboiements des chiens domestiques instaurent une peur sans repère. La forêt ne sait pas comment le traduire. Les léopards perdent leur territoire contigu. Les pythons trouvent des proies faciles. Les crocodiles percutent des bateaux. L'équilibre ancestral est bouleversé. La modernité n'a pas de prédateurs. Malgré tout, la jungle réagit avec résilience.
Là où une clairière est abandonnée, des figuiers poussent. Là où une rivière est nettoyée, les buses à long nez reviennent. Là où la chasse cesse, les cerfs sans barre reviennent. La vie se répète. Comprendre le langage de la peur, c'est comprendre l'âme de Bornéo. Ce n'est ni un lieu idyllique, ni un enfer vert. C'est une école exigeante. Seuls ceux qui écoutent peuvent approuver. Nous avons exploré l'univers des ingénieurs et maintenant celui des chasseurs. Il reste à voir comment tous ces éléments s'entremêleront face à l'avenir qui se profile. L'histoire continue. Dans la prochaine partie, nous aborderons le domaine des forces invisibles. Les maladies, le climat, les incendies et la relation toujours plus étroite que nous entretenons avec notre espèce. Bornéo a encore des secrets à révéler. Bornéo n'est pas qu'un lieu. C'est un dialogue séculaire entre l'eau, le bois et la chair. Un organisme si vaste qu'il en oublie sa propre taille et si ancien qu'il a vu naître et disparaître des continents de végétation. Mais même les empires verts ont un pouls fragile. Ce que nous avons exploré jusqu'à présent, les orangs-outans réfléchis, les amphibiens au long nez, les tarsiers aux yeux cosmiques, les cerfs sans barre patients, les roussettes semeuses et les prédateurs qui nous enseignent la prudence, n'est pas constitué de chapitres isolés. Ce sont des rouages d'une même machine biologique. Si l'un d'eux échoue, tout le monde entend le craquement. Le temps est le premier narrateur invisible. Les pluies de mousson rythment l'année, décidant de la floraison des diptérocarpacées, du gonflement des durians et de la transformation des rivières en routes ou en murs. Bornéo vit au rythme des saisons. Lorsque les pluies tardent, l'atmosphère de la forêt change. Les roussettes doivent parcourir de plus longues distances, les cerfs sans barre s'approchent des villages, les orangs-outans descendent au sol avec une inquiétude qui trahit des temps difficiles. La sécheresse rend tout le monde vulnérable. Le feu, jadis un visiteur rare, a appris de nouvelles manières. Il pénètre les tourbières asséchées, avance sous la litière de feuilles comme un animal sans visage et se réveille en colonnes de fumée qui obscurcissent le soleil. La forêt tropicale peut aussi brûler. Les maladies se propagent aussi facilement que les graines. Les virus qui restent dormants chez les chauves-souris trouvent des vecteurs inattendus. Les bactéries présentes chez le bétail communiquent avec la faune sauvage. La biologie ne connaît pas de frontières. Et au milieu de ces forces, notre espèce apparaît, avec une sonorité différente. Des routes rectilignes traversent des territoires sinueux. Des plantations uniformes remplacent l'ancienne mosaïque. La géométrie humaine se dispute avec la jungle. Cependant, Bornéo n'est pas un territoire passif. Les Dayaks, les Iban et bien d'autres communautés possèdent un savoir qui ne peut être saisi par les cartes satellites. Ils savent quand une rivière est malade, quand un arbre mérite d'être préservé, quand les signaux émis par un animal changent. La tradition est aussi une science. Certains villages pratiquent l'agriculture itinérante sur brûlis, faisant tourner les parcelles de terre pour permettre à la forêt de se régénérer. D'autres protègent des arbres sacrés, où nichent les calaos et où se reposent les roussettes. La spiritualité fonctionne comme une réserve naturelle. Les jeunes guides qui accompagnent aujourd'hui les biologistes maîtrisent deux langages, celui de leurs grands-parents et celui du GPS. Ils indiquent les empreintes de Samba et enregistrent simultanément les coordonnées. L'avenir parle d'une voix mitigée. Les centres de sauvetage d'orangs-outans racontent des histoires de cicatrices et de renaissance. Les femelles qui ont perdu leurs petits réapprennent à grimper. Les mâles méfiants redécouvrent les fruits sauvages. La réhabilitation consiste à demander pardon par des actes. Des scientifiques étudiant les macaques à long nez découvrent que chaque groupe constitue une archive culturelle, itinéraires hérités, arbres de prédilection, horaires transmis comme des recettes. La culture n'est pas uniquement humaine. La santé de toute la forêt est surveillée grâce aux grottes où se reposent les roussettes. Si leur nombre diminue, les figuiers le signalent silencieusement. Les chauves-souris sont des thermomètres vivants. Même la redoutable panthère nébuleuse est devenue une alliée inattendue. Sa présence est signe de corridors préservés, de proies abondantes et de nuits encore régies par des lois ancestrales. Le prédateur préserve également. Mais la question demeure. Bornéo peut-elle encore être Bornéo dans un siècle de précipitation? Il n'y a pas de réponse unique. Certaines régions ont déjà perdu le chant des calaos. D'autres célèbrent le retour de la samba après des années d'absence. Il y a des rivières malades et des rivières qui renaissent. Le destin s'écrit au pluriel.
L'île nous enseigne une leçon dérangeante. La nature n'est pas fragile parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle est complexe. Rompre un fil est facile. Comprendre l'ensemble exige de l'humilité. Prendre soin des autres nécessite un apprentissage. Imaginons une aube possible. Les roussettes reviennent chargées de graines, les cerfs s'embarrent, laissent des empreintes fraîches dans la boue, un jeune orang-outan construit son premier nid et le nasique traverse la rivière avec l'aisance d'un nageur préhistorique. Ce jour existe encore. Protéger Bornéo, ce n'est pas la figer comme une carte postale, mais lui permettre d'évoluer à son rythme. Laissons les feux naturels être brefs, les rivières respirer librement, les forêts secondaires avoir le temps de vieillir. La conservation est une patience organisée. Les enfants qui contemplent aujourd'hui le ciel de l'île ne se souviendront peut-être pas de nos erreurs, mais ils se souviendront si nous avons su les corriger. Ils hériteront de bien plus que du bois ou des minéraux. Ils hériteront d'histoire. Et les histoires ont besoin d'un décor. Chaque espèce rencontrée est un mot d'un langage plus vaste. L'orang-outan parle de mémoire, le nasique de la frontière, le tarsier de la nuit, le cerf-sambar du sol, la roussette de loin, le léopard de son équilibre. Ensemble, ils forment une phrase vivante. Quand un arbre tombe à Bornéo, ce n'est pas seulement un arbre qui tombe. C'est une bibliothèque d'insectes, un pont pour les singes, une tour de graines, une carte pour les chauves-souris. La forêt est une architecture habitée. C'est peut-être pour cela que l'île touche même ceux qui n'y ont jamais mis les pieds, car elle laisse entrevoir ce que nous pourrions devenir si nous écoutions davantage et crions moins. Bornéo nous reflète. Le voyage que nous avons entrepris au milieu des montagnes et des marais nous a menés à travers des rivières troubles, des cimes d'arbres illuminés et des nuits aux yeux immenses. Nous avons vu comment la vie invente des solutions extravagantes pour continuer d'exister. La créativité n'est pas seulement humaine, l'histoire s'achève, mais la jungle persiste. Demain, une roussette plantera un arbre qui portera des fruits dans plusieurs décennies. Un sambar ouvrira la voie à une nouvelle forêt. Le temps passe sans applaudissements. Si ces mots vous ont fait entendre ne serait-ce qu'un instant le pouls de cette île, alors Bornéo s'est déjà éloigné un peu plus de ses rivages. La tension protège aussi. Que le léopard continue de dessiner des nuages dans l'ombre, que l'oiseau au long nez traverse les rivières comme un pont vivant, que l'orang-outan pense en silence aux branches. Laissons Bornéo continuer à réfléchir. Notre voyage s'achève ici, mais notre responsabilité ne fait que commencer. Aimez cette histoire si vous pensez que la forêt tropicale mérite d'être connue. Abonnez-vous pour suivre nos prochaines expéditions et partagez ce récit avec ceux qui ignorent encore que leur vie est en partie grâce à ces forêts. Car défendre Bornéo, ce n'est pas sauver un lieu lointain. C'est protéger la source de l'air qui nous donne la vie. En attendant le prochain voyage.